Bonjour. On entend beaucoup parler en ce moment de randomisation, hein, vous le remontez dans l'actualité. Alors, la randomisation, l'objectif de la randomisation, des essais randomisés, c'est d'homogénéiser au mieux les caractéristiques de deux échantillons, un groupe témoin, un groupe sous traitement, etc. D'accord. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le hasard fait toujours bien les choses? Est-ce que la randomisation, ça marche bien? D'accord. Donc c'est un petit peu ce que je vous propose de regarder sur des exemples simples. Disons tout de suite que ça marche souvent très bien, notamment on le comprendra aisément en fonction de la taille des échantillons, mais ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, et notamment pour les échantillons de faible taille, bien entendu, hein, on verra un petit peu ce que ça peut produire. Et je terminerai par deux exemples qui ont trait au jeu de hasard, et où on verra que le hasard, faisant ce qu'il veut, entre guillemets, en fait il ne veut rien, peut parfois produire des effets un petit peu surprenants. Hein, voilà. Donc c'est parti. Alors j'ai pris, pour modéliser la randomisation, j'ai pris le cas classique, hein, vous avez étudié ça quand vous étiez petit, hein, le tirage des boules blanches et des boules noires, hein, vous avez dû avoir des cauchemars. Donc on va partir d'un cas d'un très grand échantillon, 40 000, hein, le rêve des statisticiens, donc 20 000 boules blanches, 20 000 boules noires, on va les mettre dans une urne et on va les tirer au hasard pour faire deux échantillons de taille équivalente, d'accord. Donc si on fait un tirage avec un échantillon de telle taille, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, la randomisation, ça marche bien, hein, et qu'il y a des différences, bien entendu, mais les écarts relatifs sont vraiment très faibles. Hein. On peut recommencer, faire plusieurs fois. Vous voyez qu'avec un échantillon de très grande taille, la randomisation marche très bien. Maintenant, si on baisse un petit peu la taille, et si je passe par exemple à 1000, hein, qui est plus de l'ordre du cas médical, je dirais, ça reste un échantillon de grande taille, mais on va voir que très rapidement, les écarts relatifs peuvent devenir importants. Bon, là, 241 pour 259, c'est pas dramatique, mais il y a quand même un écart. Hein, voilà, et puis cet écart peut éventuellement être plus petit ou plus grand, suivant les cas. D'accord. Voilà, là on a un écart de 9%. Mais on est encore ici dans le domaine d'un échantillon de taille suffisamment grande pour que la randomisation soit opérationnelle. D'accord. Par contre, si on commence à s'approcher des échantillons de faible taille, 100 par exemple, avec un échantillon de taille 100, donc, enfin une cohorte de taille 100, donc deux échantillons de taille 50, on va voir que les écarts relatifs peuvent devenir beaucoup plus importants. Bon, 26 pour 24, ça va, d'accord. C'est bien, mais on voit que les cas relatifs augmentent naturellement, on est sur des nombres plus petits, hein, c'est le principe, hein, mais ça peut devenir plus important. Là, 21%, là, c'est le cas parfait, ça marche très bien. Hein, et puis parfois, on va un petit peu chercher, on peut avoir des accidents plus importants. Voilà, ça ne va pas venir, hein, on va y arriver. Voilà. Donc vous voyez, ça marche encore relativement bien, mais c'est loin d'être parfait. On a voilà, 28 pour 22, 27%. D'accord, 21 pour 29, ça commence à être un petit peu limite. Hein. Là, quelque part, qu'on le veuille ou pas, on introduit un biais dans l'étude. Hein. D'accord, une différence de l'ordre de cet ordre-là. Alors, si on descend encore un petit peu et qu'on arrive, je dirais, au cas limite d'une cohorte de 50, alors là, effectivement, ça va devenir très délicat de se fier à la randomisation. D'accord. Voilà, 14 pour 11, on pourrait dire ça va encore, mais ça peut être 13 pour 12, c'est très bien. Voilà, là, 17 pour 8, on est du simple au double, hein, donc là, la randomisation a un effet néfaste, d'accord. Alors sur des échantillons de faible taille, sur des préétudes par exemple, où on n'a pas beaucoup de patients, où les statistiques sont faibles, où les statistiques de mortalité restent faibles aussi, la méthode randomisée est peut-être un petit peu limite. Hein. On pourrait penser à une méthode non randomisée dans ce cas-là, qui est aussi simple que ça. Hein, alors ça tombe pas bien, mais si je prends 100 boules, ça sera plus facile à diviser par 4. D'accord. Voilà, la méthode non randomisée, elle est évidente. D'accord. Bon, voilà, à discuter. Bon, c'était pour montrer un petit peu les effets de taille sur la randomisation. On peut encore l'illustrer en multipliant, en faisant vraiment des statistiques, en multipliant les essais. Je prends une cohorte de 1000, on va faire 1000 essais ici. D'accord. Voilà, c'est-à-dire on répète 1000 tirages, 1000 urnes et on fait des tirages. On va regarder l'histogramme des écarts relatifs et surtout l'écart maximum, c'est-à-dire le cas aberrant, le cas le plus extrême sur 1000 essais. Hein, et on va voir que
Alors d'abord, on voit ici la dispersion des écarts relatifs, hein, elle est relativement modeste, mais sur 1000 essais, on constate que quand même, par exemple, on a à peu près 9% de chances d'avoir des écarts relatifs supérieurs à 11%. Ouais, ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est pas non plus parfait. Et sur 1000 essais, l'écart maximum, ça a été ici pour l'échantillon 1, 220 boules noires, et pour l'échantillon 2, 280 boules noires. Voilà. D'accord. Donc, avec un écart relatif de 21%. Alors, si maintenant on prend des cohortes plus faibles, ben là, on va vite se rendre compte des limites de la randomisation. Voilà, le temps que ça tourne. Alors, on va voir que la dispersion des écarts va être beaucoup plus grande. Hein. Ici, on a quand même si on cherchait un risque de 10%, voilà, si on a quand même 11% de chance d'avoir des écarts relatifs supérieurs à 30%, hein, donc c'est vraiment limite. Et là, à nouveau, sur 1000 essais, l'écart maximum, c'est 18 boules noires ici, pour 32 dans l'échantillon 2, donc un écart relatif de 44% qui introduit un biais dans l'étude, d'accord. Alors bon, allez, terminons par une cohorte de 50. Là, ça va être clair. On va voir que la dispersion des écarts n'est pas tenable. Et donc la randomisation à ce niveau-là, c'est plutôt contre-productif. Donc vous voyez, en conclusion, la randomisation, ça marche assez bien surtout s'il y a plusieurs paramètres à prendre en considération, etc. Ça marche bien si l'échantillon est de grande taille, je dirais supérieur à 1000. Voilà, donc vous voyez ici la dispersion, elle est énorme. L'accident majeur, c'est 8 pour 17, on l'avait déjà eu tout à l'heure. Et puis on a quand même à peu près 10% de chance. Donc je vais y arriver dans le bon sens. On a quand même à peu près 14% de chance d'avoir un écart relatif supérieur à 38. Donc ça, c'est la limite des faibles tailles. C'est pour ça qu'effectivement, en général, on essaye dans les études d'avoir un maximum une échantillon de taille maximale. À noter que dans les sondages classiques, politiques, etc., les échantillons, c'est en général 1000 personnes. Bon, après, il y a des techniques pour essayer d'homogénéiser au mieux, de stratification, etc. Mais l'idée là, c'est qu'en dessous de 1000, ça devient un petit peu limite. D'accord. Je vais continuer sur ces jeux de hasard. Je vais commencer par le jeu de pile ou face, d'accord. Et je vais simuler un jeté de 1000 pièces, et on va regarder une suite chronologique. C'est-à-dire, vous jetez une pièce en l'air, et 1000 fois de suite, et à chaque jeté, vous notez le résultat sur une série chronologique. Et voici ce que ça peut donner. D'accord. Voilà, une succession de piles et de faces. Alors, si on compte les faces et les piles, on va se rendre compte que sur 1000 jetés, on a à peu près en moyenne 500 faces et 500 piles. Donc ça marche bien. Si on réitère l'expérience, vous allez voir, cette proportion est assez bien respectée. D'accord. Donc jusque-là, tout va bien. C'était attendu. Mais en fait, il se produit un phénomène plus surprenant. Alors je vais essayer de trouver un cas intéressant. Allez, encore un petit peu. C'est ce qu'on appelle les longueurs des séquences. Voilà, bien. Ce qu'on appelle une séquence ici, c'est une suite de faces ou une suite de piles. Ici, par exemple, on a une séquence de trois faces. D'accord. Eh bien, on se rend compte que sur ce tirage-là, on a, par exemple, la séquence la plus longue, c'est 11 faces de suite, à la ligne 146. Et là, on obtient des choses qui sont assez contre-intuitives. J'ai dit 148, voilà, elle est là. On a ici 11 faces qui se suivent, d'accord. Et ça va un petit peu contre l'intuition. Aucun joueur n'irait parier sur une telle suite. Alors bien entendu, elle apparaît assez rarement, mais c'est une configuration qui est possible et qui peut je dirais, tromper les joueurs. Personne n'irait au bout du 10e face ici. Tout le monde irait jouer sur pile en disant pile va finir par sortir. Non, c'est face qui est encore sorti, d'accord. Et on peut avoir des séquences plus longues. En jouant un petit peu, j'ai eu des séquences jusqu'à 14. C'est assez surprenant. Voilà, 8, 6, vous l'avez ici, 10. Donc on a facilement des séquences, 12, belle séquence là aussi.
D'accord? Alors ça, cette notion de longueur des séquences, c'est quelque chose qui permet de créer des tests qu'on appelle le test des signes. Hein. On peut tester pas mal de choses, pas que les jeux de pile ou face, où on vient comparer la longueur des séquences dans un processus qui est réellement aléatoire à un processus qui ne le serait pas. Ici, c'est si vous demandez à un individu de générer, avec son cerveau tout seul, une succession de piles et de faces, de l'écrire, de le remplir à la main. Il va intuitivement faire en sorte d'équilibrer les faces et les piles, ça marchera assez bien. Mais pour équilibrer les faces et les piles, en fait, il fera des séquences en moyenne beaucoup plus courtes que ne le génère un vrai random. D'accord? Et ça permettra, en faisant l'histogramme des longueurs des séquences, ça permet de distinguer un vrai hasard d'un faux hasard. Voilà. Le faux hasard nous joue ces tours-là et est capable de créer des séquences très longues. Et notre cerveau humain n'est pas capable de créer un tel random. D'accord? Donc le hasard n'est pas aussi intuitif qu'on pourrait le penser. Voilà. Dernier exemple qui est un petit peu similaire, c'est le loto. D'accord? Le loto, la Française des Jeux, on vous demande de cocher 6 numéros au hasard sur une grille. Or, il se trouve qu'en général, l'intuition pousse les gens à homogénéiser au mieux la répartition des nombres qui vont cocher, d'accord? Alors que le hasard, lui, il fait ce qu'il veut. Hein, et donc, on va faire quelques tirages. Voilà. Et vous allez voir que parfois, on peut avoir des tirages assez surprenants. Là, j'ai fait une erreur. Voilà, il faut que j'arrête. Sinon, le random. Voilà. Donc, je reviens ici. Hein, voilà. Mon premier tirage, j'ai eu un effet que je recherchais. Vous voyez qu'ici, le hasard a coché 2 cases successives, 44 et 45. D'accord? Or, très peu de gens iront cocher 2 cases successives. Ça leur paraît contre-intuitif. Ils vont essayer de mettre des croix dans toutes les colonnes et d'essayer d'homogénéiser au mieux. Alors que là, on se rend compte que non seulement on a deux cases qui se suivent, donc très peu de gens vont jouer cette configuration-là, ce qui est au bénéfice de la Française des Jeux. D'accord? Et puis on se rend compte que sur 5 numéros sur 6, tout au moins déjà 4 numéros sur 6 se retrouvent dans la dernière colonne, qui irait jouer 41, 44, 45 et 48. D'accord? Et on a assez souvent des configurations que les gens vont s'efforcer d'éviter. D'accord? Alors c'est pas systématique. Hein? Voilà, on va faire quelques tirages. Voilà. Bon, voilà, c'est un tirage à peu près standard. Je cherche un petit peu ces cas particuliers. Alors après, ils sortiront ou pas, si j'ai un peu de chance, ils vont apparaître. Hein. On a parfois des configurations très, très particulières. Voilà. Là, on retrouve à nouveau ces nombres qui sont joints, hein, qui se succèdent. Et c'est assez fréquent. C'est pas systématique, bien sûr, mais ce type de combinaison est assez fréquent. Et ça a permis à la Française des Jeux de laisser jouer les gens sur un certain type de configuration et à nouveau 45 et 46. Hein. Pourtant, mon générateur est aléatoire. Et alors, il s'était passé quelque chose d'assez amusant. Il y a quelques années, la Française des Jeux a décidé de mettre à disposition des joueurs des générateurs aléatoires. Et donc, lorsque les gens se sont mis à jouer en suivant une génération réellement aléatoire et non plus leur intuition, leur mauvaise intuition aléatoire, eh bien, il y avait plus de gagnants. Hein. Donc, on peut dire que ce jour-là, la Française des Jeux s'est tirée une balle dans le pied. Voilà, à nouveau, on retrouve cet effet-là. Regardez les tirages du loto, vous allez voir que ça arrive assez souvent. Il m'est arrivé, moi j'ai ce souvenir, j'ai dit un jour en cours à des gens, je leur ai parlé de ce processus-là, et je leur ai dit, il arrive assez souvent qu'on puisse avoir des numéros qui vont par exemple cocher le 31 et le 32. Et le soir même, eh bien, il était sorti le 31 et le 32. Je vous avoue que j'avais eu un petit passage à vide. Hein. Bon, j'ai compris que d'abord, d'une part, je ne joue pas et que j'aurais pas eu les autres numéros. D'accord? Donc voilà, c'est quelques exemples qui montrent que le hasard peut jouer est un peu facétieux et peut être efficace effectivement en termes d'homogénéisation des échantillons de grande taille, mais sur des échantillons de faible taille, c'est plutôt à éviter. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez un dernier petit tirage pour voir. Alors, si vous voulez un générateur aléatoire, il est à disposition.
gratuitement. Ça vous permettra d'augmenter vos gains possibles au loto. À noter, hein, moi je ne joue pas parce que, quelle que soit la combinaison, on a autant de chances d'avoir cette combinaison que par exemple le 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, d'accord? Personne n'irait jouer, n'irait miser quoi que ce soit sur cette combinaison-là. Et pourtant, c'est aussi probable que n'importe quelle autre combinaison. Voilà, en vous remerciant.